La pluie tombait sans interruption sur le petit bourg ardennais, un de ces villages encaissés, entre collines et forêts, où les rues se vident dès la tombée du jour. Ce 17 novembre 2018, la grisaille avait tout englouti. Les façades de briques, les champs détrempés, même le vieux panneau à l'entrée du village semblait s'effacer sous les gouttes. Il était un peu plus de 18 heures quand un conducteur de passage remarqua une forme sombre au bord du sentier communal NDJ7, entre les communes de Signy-le-Petit et Auvillers-les-Forges. Il pensa d'abord à un sac poubelle déchiré, peut-être emporté par le vent. Puis il distingua une chaussure blanche. Il s'arrêta. Quelques minutes plus tard, la gendarmerie de Rocroi recevait un appel paniqué. Une jeune fille, inconsciente, gisait dans l'herbe froide. Le témoin, tremblant, répétait « Je crois qu'elle est morte ». Quand les premiers gendarmes arrivèrent sur place, le silence était oppressant. Les projecteurs des véhicules découpaient des ombres sur les troncs d'arbres et la pluie formait une fine brume. À quelques mètres du chemin, le corps d'une adolescente, partiellement dissimulé par des branchages, portait des traces évidentes de violence. Elle ne respirait plus. Le médecin du SAMU ne put que constater le décès. Rapidement, la zone fut bouclée. Les techniciens, en identification criminelle, commencèrent leur travail, méthodique, minutieux. Les gants en latex, les combinaisons blanches, les lampes frontales, toute la rigueur d'une scène de crime en pleine nuit. Dans la boue, des empreintes de pas multiples. Sur l'herbe, des traces de lutte. À proximité, un téléphone portable brisé et un sac à dos abandonné. À l'intérieur, un agenda scolaire, un trousseau de clés, un carnet décoré de dessins au feutre. Le nom inscrit à l'intérieur ne laissait aucun doute. Camille, 13 ans, collégienne à Rocroi. La nouvelle se répandit en quelques heures. Dans ce coin paisible des Ardennes, où l'on se connaît tous, personne ne voulait y croire. Camille, c'était la fille de Marie et Benoît R., des gens discrets, travailleurs. Elle prenait chaque matin le bus scolaire à l'arrêt du café du centre, toujours avec le même sourire timide. En début de soirée, elle devait rentrer seule. Le bus du retour s'était retrouvé bloqué par une route inondée et Camille avait décidé de parcourir à pied les 2 derniers kilomètres jusqu'à chez elle. Un trajet qu'elle connaissait par cœur, mais cette fois, elle n'était jamais arrivée. Le lendemain, la petite ville entière se retrouva plongée dans un état de sidération. Devant le collège, les élèves déposaient en des bouquets de fleurs, des lettres, des peluches. Les enseignants, hagards, tentaient d'encadrer des adolescents en pleurs. Le maire, les bras croisés, se tenait devant les caméras. « C'est un drame absolu. Nous ferons tout pour aider les enquêteurs. » Dans les cafés, dans les boulangeries, les mêmes mots revenaient. Comment? Ici. Pour les gendarmes, chaque minute comptait. L'autopsie, pratiquée à l'Institut médico-légal de Reims, allait confirmer les pires soupçons. Camille avait été agressée sexuellement avant d'être étranglée. Le rapport décrivait une grande brutalité. Les enquêteurs savaient désormais qu'ils avaient affaire à un meurtrier déterminé, capable d'enlever et de tuer une enfant en plein jour. L'enquête fut confiée à la section de recherche de Reims. Les techniciens reprirent la zone mètre par mètre, photographiant chaque fragment de tissu, chaque trace de pneu. Les chiens pisteurs
remontèrent une odeur sur près de 200 mètres avant de la perdre à l'orée d'un sous-bois, là où la pluie avait tout effacé. Les gendarmes décidèrent d'établir un quadrillage des environs. Exploitation agricole, granges abandonnées, chemins forestiers. Rien ne devait être laissé au hasard. Parallèlement, les enquêteurs commencèrent les auditions. D'abord la famille, puis les camarades de classe, les professeurs, les voisins. Tous décrivaient une enfant sans histoire, joyeuse, passionnée de dessin et de musique. Elle rêvait de devenir illustratrice, confia une amie proche. Aucun conflit, aucune fugue, rien qui puisse expliquer une disparition volontaire. Très vite, la piste criminelle devint exclusive. Le téléphone portable retrouvé sur les lieux allait pourtant offrir une première piste. Les données extraites par les techniciens de la cellule numérique révélèrent que Camille avait échangé plusieurs messages avec un contact inconnu quelques heures avant sa mort. Un numéro prépayé, sans identité, enregistré sous le nom de Lucas. Les messages étaient brefs, mais explicites. On se voit ce soir. T'inquiète, c'est juste pour parler. La dernière réponse de Camille, à 17h52. OK, mais pas longtemps, mes parents m'attendent. Le portable s'éteint 10 minutes plus tard, à proximité de la zone où son corps sera retrouvé. Les enquêteurs comprirent que Camille avait été attirée dans un piège. Reste à savoir par qui. Un homme qu'elle connaissait, un inconnu rencontré sur les réseaux sociaux. Les gendarmes saisirent immédiatement l'ordinateur familial. Les analyses les allaient révéler que la jeune fille fréquentait depuis plusieurs semaines un groupe de discussion en ligne sur un réseau social très populaire parmi les adolescents. Derrière les pseudonymes, difficile de savoir qui se cachait. Mais un profil retint particulièrement l'attention. Celui d'un certain Lucas Oweti, se présentant comme un garçon de 14 ans vivant, pas loin de Charleville. Les experts cyber identifièrent rapidement l'adresse IP. Elle correspondait en réalité à une connexion publique située dans une zone industrielle à 40 km du domicile de Camille. Rien de concret, mais assez pour éveiller les soupçons. Pendant ce temps, les habitants se repliaient dans un silence lourd. Les parents surveillaient leurs enfants comme jamais. Les sorties du soir furent annulées, les bus scolaires accompagnés. Dans les conversations, les rumeurs enflaient. Un rôdeur aperçu près du collège, une camionnette blanche, un ouvrier récemment arrivé sur un chantier voisin. La peur s'installait, diffuse et persistante. Au commissariat de Reims, le colonel chargé de l'enquête décida de faire appel au service central de renseignement criminel pour établir le profil du tueur. Les premières hypothèses évoquaient un individu connaissant bien la région, familier des chemins forestiers. Peut-être quelqu'un ayant déjà repéré sa victime. L'acte semblait prémédité. Les jours suivants, une dizaine de gendarmes fouillèrent les abords du village. Le 22 novembre, un habitant signala avoir vu, la veillée du crime, une voiture sombre stationnée près du sentier. Un vieux modèle de Renault Clio, immatriculé dans le département voisin. Ce témoignage allait devenir la première vraie avancée de l'enquête. Grâce aux caméras d'une station-service située sur la départementale 948, les enquêteurs retrouvèrent la trace du véhicule. Une Clio grise appartenant à un homme de 27 ans, intérimaire sur un chantier de menuiserie à Rethel. Son nom, Thomas L. Il habitait seul, dans une maison isolée à quelques kilomètres de là. Le 24 novembre au matin, une équipe d'intervention se présenta à son domicile.
Thomas, elle, parut surpris, presque calme. Il affirma ne rien savoir, prétendant avoir passé la soirée du 17 novembre chez un ami. Mais dans le coffre de sa voiture, les techniciens relevèrent des fibres correspondant à celles du manteau de la victime. Quelques heures plus tard, il était placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, l'homme nia d'abord, puis se contredit. Le ton monta. Quand on lui présenta les photos de la scène, il détourna les yeux. Aucun aveu ne viendrait ce jour-là, mais les gendarmes savaient qu'ils tenaient leur principal suspect. Dans la salle d'audience improvisée du tribunal de Charleville, le juge d'instruction décida de son placement en détention provisoire. L'émotion dans la région était immense. Les parents de Camille, eux, restaient murés dans le silence, submergés par l'incompréhension et la douleur. Le village entier semblait suspendu à la question qui hantait désormais tous les esprits. Pourquoi? Et tandis que l'hiver s'installait sur les forêts ardennaises, une autre bataille commençait, celle de la vérité. La suite allait révéler un enchaînement d'événements et de secrets que personne n'aurait pu imaginer. Les Ardennes. Ce département du nord-est de la France, bordé par la Belgique, est une terre de forêts et de brouillards, de villages reculés, de routes sinueuses où l'on croise plus souvent un tracteur qu'une voiture de ville. À Rocroi, petite cité fortifiée à l'allure figée, les habitants ont grandi avec le bruit du vent dans les pins et la rumeur tranquille du quotidien. On s'y salue au marché, on s'y retrouve au café, on vit dans un équilibre discret, presque en dehors du temps. Ici, un drame comme celui de Camille paraît impensable. Rocroi compte à peine 2000 habitants. Le collège, installé sur les hauteurs, accueille les adolescents des hameaux alentours. Les familles y envoient leurs enfants en bus, souvent depuis les communes voisines. Signy-le-Petit, Auvillers-les-Forges, Sévigny-la-Forêt. Les collégiens se connaissent tous, ou presque. Dans la cour, les amitiés se tissent vite, les rivalités aussi, mais la vie y reste paisible. Camille faisait partie de cette génération sans histoire. Une fille curieuse, bonne élève, qui se mêlait peu aux conflits d'adolescents. Les professeurs se souviennent d'une jeune fille, réservée mais brillante, toujours attentive, parfois rêveuse. Elle aimait dessiner pendant les récréations, noircissant des carnets entiers de personnages imaginaires et de paysages forestiers inspirés de son environnement. Ses parents, Marie et Benoît, habitaient une maison modeste au bout d'une ruelle bordée de champs. Elle était fille unique. Sa mère travaillait dans une pharmacie du centre. Son père, ouvrier dans une scierie, faisait des horaires décalés. Leur quotidien, simple et ordonné, se déroulait selon le rythme des saisons. Le soir, on dînait ensemble, on parlait de l'école, de la météo, du week-end prochain. Rien ne laissait présager que leur vie basculerait ainsi. Un soir de novembre. Dans la région, on aime dire que tout le monde se connaît. Mais c'est aussi ce qui rend les secrets plus lourds, les drames plus intimes. Après la découverte du corps de Camille, ce sentiment d'intimité communautaire s'est transformé en méfiance. Les visages familiers du village, le facteur, le mécanicien, le jeune du bar-tabac, se retrouvaient soudain observés différemment. Le moindre geste devenait suspect, la moindre absence commentée. Des groupes de voisins se relayaient pour accompagner les enfants à l'école. Les discussions tournaient autour de l'affaire, jour et nuit. La presse nationale, arrivée dès les premières 48 heures, installa ses caméras sur la place centrale. Les habitants, d'abord réticents, finirent par parler,
parfois trop, parfois mal. Et dans cette cacophonie de peur, la rumeur commença à se mêler à l'enquête. Les gendarmes de la section de recherche de Reims durent établir un protocole strict. Aucun détail sur l'avancée de l'enquête ne devait filtrer. La procureure de Charleville, dans un communiqué sobre, appela au calme. Nous devons respecter le temps de la justice. La priorité est de retrouver la vérité, pas de nourrir la peur. Mais la peur, elle, s'était déjà installée. Pour comprendre la gravité du choc, il faut imaginer la géographie de cette région. Les forêts y sont denses, profondes, parcourues de sentiers de chasse. Certaines zones restent sans réseau téléphonique. On s'y perd facilement, surtout à la tombée du jour. Camille connaissait pourtant ces chemins. Elle y passait souvent pour rentrer chez elle, surtout quand le bus était en retard. Ce soir-là, elle avait simplement voulu lui gagner du temps. Le chemin communal NDG7 n'était qu'une courte traversée entre deux routes départementales, bordées d'arbres et d'herbes hautes. À 17 heures, la lumière y disparaît presque entièrement à cette période de l'année. Le décor du drame, à lui seul, résumait la fragilité de la situation. Un lieu familier devenu soudain hostile, un passage quotidien transformé en piège. Pendant que les enquêteurs remontaient chaque minute du parcours de Camille, la communauté locale s'organisait. Des veillées silencieuses furent tenues dans les églises du secteur. À Rocroi, une marche blanche fut annoncée pour la fin du mois. Les parents, épuisés, acceptèrent d'y assister à la demande du maire. Le visage de leur fille, imprimé sur des centaines de bougies et d'affiches, était désormais connu de tout le département. Mais derrière les fleurs et les hommages, les questions se multipliaient. Yann, qui était ce Lucas ou Lucas? Comment une enfant de 13 ans avait-elle pu entrer en contact avec un adulte sans que personne ne s'en aperçoive? Les spécialistes du comportement des mineurs, invités sur les plateaux télévisés, évoquaient les dangers des réseaux sociaux, la solitude des adolescents, la confiance naïve accordée à des inconnus en ligne. Pourtant, à Rocroi, ces discours semblaient abstraits. Les parents de Camille savaient que leur fille utilisait Internet, mais toujours sous surveillance. Elle n'avait pas d'ordinateur personnel. Son téléphone était un vieux modèle, partagé avec sa mère. Comment ce contact avait-il pu s'établir? L'enquête numérique révéla peu à peu des éléments troublants. Le profil Lucas ne s'était pas limité à Camille. D'autres jeunes filles dans les départements voisins avaient reçu des messages similaires, souvent empreints de flatterie, d'attention, puis d'insistance. L'auteur semblait connaître les horaires de bus, les lieux de sortie, les habitudes. Les enquêteurs en conclurent qu'il s'agissait probablement d'un individu vivant à proximité, observant discrètement ses futures victimes avant d'engager le contact virtuel. Pendant ce temps, la vie du village continuait, figée dans un silence pesant. Au collège, une cellule psychologique resta ouverte plusieurs semaines. Les professeurs parlaient d'élèves absents, traumatisés. Certains parents décidèrent de déménager, incapables de supporter les regards, les souvenirs. Dans le même temps, les gendarmes multipliaient les vérifications d'alibi. On interrogea les ouvriers des chantiers voisins, les chauffeurs-livreurs, les habitués des bars du secteur. Des prélèvements ADN furent réalisés sur plus de 40 personnes. Les médias locaux relayèrent la moindre rumeur. Un suspect interpellé ici, une piste abandonnée là. Mais rien de solide ne permettait encore de relier quelqu'un directement à la scène de crime.
Ce n'est que grâce à l'analyse croisée des données de géolocalisation des téléphones portables que les enquêteurs identifièrent un schéma récurrent. Un même appareil s'était trouvé à proximité du collège plusieurs fois dans les semaines précédant le drame, puis dans la zone du sentier le soir du 17 novembre. L'appareil appartenait à Thomas L., l'intérimaire interpellé quelques jours plus tard. Ce détail allait faire basculer l'enquête, mais à ce stade, personne à Rocroi ne connaissait encore son nom. Thomas L. n'était pas un inconnu complet. Originaire d'un village voisin, il avait travaillé quelques mois sur un chantier local. Certains habitants se souvenaient vaguement d'un jeune homme discret, souvent seul, qui passait au bar du coin pour boire un café. Pas de casier judiciaire, pas de trouble connu. Il vivait replié, sans réelle attache. Mais pour les enquêteurs, plusieurs éléments attiraient l'attention. La Clio, grise aperçue près du chemin, les fibres retrouvées dans le coffre, et surtout, une correspondance ADN partielle, issue d'un prélèvement effectué sur un objet retrouvé à proximité du corps. Rien d'encore définitif, mais assez pour consolider la garde à vue. Pendant ce temps, les parents de Camille, tenus à distance de l'enquête pour leur protection émotionnelle, tentaient de survivre. Le père, brisé, refusait les interviews. La mère, épuisée, se raccrochait à la préparation de la marche blanche. Leurs amis racontent qu'ils passaient leur soirée à relire les messages de leur fille, à chercher une explication, un signe avant-coureur. Il n'y en avait pas. Le 30 novembre, sous un ciel bas et gris, des centaines de personnes se rassemblèrent pour la marche blanche. Les rues de Rocroi étaient muettes. Sur la place, les bougies dessinaient le prénom de Camille. La mère, tremblante, prit la parole. « Nous voulons juste que justice soit faite. Que plus jamais un enfant ne sorte de l'école pour ne pas rentrer chez lui. » Ce jour-là, même les gendarmes présents eurent du mal à contenir leur émotion. Le silence, plus fort que tout, résonna longtemps dans la vallée. Mais l'enquête, elle, venait tout juste de franchir sa première étape. Dans les couloirs du parquet de Charleville, les officiers savaient qu'ils n'avaient encore qu'un suspect fragile, un faisceau d'indices. Rien ne prouvait formellement l'implication de Thomas L., et s'il n'était pas celui qu'il cherchait. Pourtant, un détail allait bientôt tout changer. Une découverte dans son domicile qui allait lever, peu à peu, le voile sur la mécanique du crime. Camille avait 13 ans, et ce mélange d'enfance et de maturité qu'on retrouve à cet âge charnière où tout commence à changer. De taille là moyenne, les cheveux châtains toujours attachés en queue de cheval, elle avait ce regard curieux, vif, parfois rêveur. Ses professeurs disaient d'elle qu'elle voyait tout, mais ne disait pas grand-chose. Elle observait le monde avec la distance prudente de ceux qui perçoivent les choses plus intensément que les autres. Son univers, c'était le dessin. Elle en remplissait ses cahiers, ses marges, ses cahiers de cours. Des silhouettes d'animaux, des paysages inventés, des visages. Elle rêvait de devenir illustratrice ou dessinatrice de livres pour enfants. Dans sa chambre, des feutres rangés par couleurs, des affiches de groupes de musique et de manga, et une pile de carnets qu'elle cachait sous son lit. Sa mère disait souvent que Camille avait une âme tranquille. Son père, plus pudique, la regardait de grandir avec fierté, conscient qu'elle lui échappait un peu chaque année. Ils formaient une famille simple, soudée, sans éclat, mais pleine de tendresse silencieuse. À l'école, Camille n'était ni la plus populaire ni la plus isolée. Elle avait quelques amis proches, surtout Léa, sa voisine, et Inès,
rencontrés en sixième. Elles passaient leurs après-midi à écouter de la musique et à échanger des messages sur leur téléphone. Rien d'extraordinaire, si ce n'est cette curiosité grandissante pour les réseaux sociaux, pour les inconnus qui, parfois, aimaient leurs dessins ou laissaient des commentaires flatteurs. C'est par ce biais, selon les enquêteurs, qu'un premier contact avait été établi. Un message banal, sans menace, sans insistance. Puis un second, plus personnel. Et peu à peu, l'ombre s'était insinuée dans le quotidien de Camille. Du côté de Thomas L., le portrait est tout autre. Né en 1991 dans un village voisin, il avait connu une enfance chaotique. Père absent, mère malade, adolescence marquée par l'isolement et les petits boulots précaires. À 27 ans, il vivait seul dans une maison louée à bas prix à la sortie d'un bourg rural, avec un chien pour seule compagnie. Les voisins le décrivaient comme poli, sans histoire, mais aussi étrange, taciturne, fuyant. Il parlait peu, évitait les regards et passait ses soirées sur Internet. Son parcours professionnel se résumait à une succession de contrats d'intérim dans la menuiserie et le bâtiment. Les gendarmes découvriront plus tard qu'il changeait souvent de téléphone et d'adresse, comme pour effacer ses traces. Sur son ordinateur personnel, saisi lors de la perquisition, les experts trouveront des dizaines de conversations avec des adolescentes, parfois sous de faux profils. Thomas, elle, se faisait passer pour un garçon du même âge qu'elle, utilisant des photos volées sur des réseaux sociaux étrangers. Les messages débutaient toujours de la même manière. Des compliments, des confidences, puis une tentative de rendez-vous. L'analyse des données montra que ce mode opératoire s'était répété au moins 5 fois dans l'année précédant le drame. Seule Camille avait accepté de le rencontrer. Pourtant, rien dans la vie de l'adolescente ne semblait la prédisposer à se laisser piéger. Ses parents l'avaient élevée avec prudence, lui interdisant de sortir seule le soir. Mais dans les villages, les règles se relâchent parfois. On croit que le danger vient d'ailleurs, jamais de ses routes familières. Camille faisait confiance, sans imaginer le pire. Le jour du drame, elle portait encore son manteau d'hiver bleu marine, son sac d'école et un parapluie plié. L'autopsie révélera qu'elle avait tenté de se défendre. Sa montre bracelet s'était arrêtée à 18h07. Les gendarmes, eux, cherchaient à comprendre le profil psychologique du suspect. Les premiers entretiens avec ses anciens employeurs dressèrent le portrait d'un homme instable, souvent renfermé, mais sans antécédent de violence physique. Il avait toutefois déjà fait l'objet d'un signalement, 2 ans plus tôt, pour des messages inappropriés envoyés à une jeune fille mineure sur un réseau social. L'affaire, classée sans suite faute de preuves, était restée dans les archives. Cette fois, la gravité des faits ne laissait plus place à l'ambiguïté. Un détail intriguait les enquêteurs. Dans la maison de Thomas L., sur une étagère, se trouvait une collection de carnets soigneusement rangés. À l'intérieur, des dessins maladroits d'enfants, de paysages, de silhouettes féminines. Certains ressemblaient étrangement à ceux que Camille dessinait. L'expertise révélera que ces carnets contenaient plusieurs croquis copiés à partir de profils publics d'adolescentes, dont celui de Camille. C'est là que les enquêteurs comprendront que le lien entre eux n'était pas un hasard, mais le résultat d'une obsession longue et préparée. Les parents de Camille, informés de ces éléments des semaines plus tard, furent effondrés. Sa mère dira, lors d'un entretien enregistré pour la procédure. Il savait tout d'elle, ce qu'elle aimait, où elle passait, ce qu'elle dessinait. Elle croyait parler à un ami.
La cruauté de la situation dépassait le simple fait divers. Elle exposait la fracture entre deux mondes, celui lumineux et naïf, d'une enfant en quête d'attention, et celui sombre et manipulateur, d'un homme enfermé dans sa solitude pathologique. Pour le procureur, cette affaire n'était plus seulement un meurtre, mais la conséquence d'une dérive numérique devenue trop commune. Dans la salle d'audience provisoire, où Thomas L. fut présenté au juge, son attitude renforça ce sentiment d'incompréhension. Il resta impassible, presque absent, les yeux baissés. À chaque question, il répondait d'une voix faible, hésitante. « Je voulais juste parler », murmura-t-il, avant de se taire définitivement sur les conseils de son avocat. Les experts psychiatres, mandatés peu après, décriront un homme au profil obsessionnel, présentant des troubles du rapport à autrui, sans pathologie délirante majeure. En d'autres termes, lucide, mais dangereux. Dans le village, ces analyses furent reçues avec colère. Les habitants qui avaient suivi chaque étape du drame ne pouvaient accepter l'idée d'un monstre ordinaire. Certains se souvenaient de l'avoir croisé au supermarché, d'autres disaient l'avoir vu fumer sur le parking du collège. Les rumeurs devinrent incontrôlables. Le maire dut rappeler à plusieurs reprises l'importance de la présomption d'innocence. Mais le mal était fait. Dans les esprits, Thomas L. était déjà coupable. Ce climat tendu eut des conséquences inattendues. Plusieurs jeunes filles du secteur commencèrent à témoigner auprès des gendarmes, racontant avoir reçu, elles aussi, des messages suspects d'un inconnu. Certaines avaient eu peur, d'autres avaient supprimé les conversations. Grâce à ces témoignages, les enquêteurs purent établir la chronologie précise des actions du suspect. L'homme semblait choisir ses victimes parmi des adolescentes isolées géographiquement, issues de villages où la surveillance parentale était moindre. Il leur écrivait toujours le soir, après 21 heures, et se faisait passer pour un adolescent gentil et discret. Camille, sans le savoir, avait été la seule à accepter un rendez-vous réel. Pour comprendre ce glissement fatal, les enquêteurs interrogèrent longuement les amis de la victime. Léa, sa confidente, évoqua une période où Camille semblait triste sans raison, parlant d'un garçon gentil qu'elle n'avait jamais vu. Elle disait que ce garçon l'écoutait. C'est ce besoin d'écoute, d'attention, qui, selon les experts, a ouvert la faille. Non pas une imprudence, mais une confiance mal placée. Celle d'une enfant qui croyait encore que le monde n'était pas dangereux. Dans cette affaire, les trajectoires de Camille et de Thomas L. se croisent tragiquement dans une solitude parallèle. Celle d'une adolescente en quête de reconnaissance et celle d'un adulte en dérive, incapable d'établir des relations réelles. Deux vies distantes, reliées par le fil invisible d'un écran. Et c'est ce fil, si banal, qui a conduit à l'irréparable. Quand les enquêteurs eurent terminé leur premier portrait, ils savaient qu'ils avaient désormais une double mission. Prouver la culpabilité du suspect et comprendre la mécanique intime de son passage à l'acte. Mais au fil des jours, un doute persistait. Certains éléments matériels, notamment l'ADN partiel et la chronologie précise des déplacements, n'étaient pas encore totalement concordants. Et dans une enquête criminelle, le moindre doute peut tout remettre en question. Les jours qui suivirent l'arrestation de Thomas L. furent marqués par un étrange mélange d'espoir et d'inquiétude. Pour beaucoup, le soulagement d'avoir enfin un suspect était immense. Mais pour les enquêteurs, quelque chose résistait. Le puzzle semblait presque complet, sauf qu'une pièce, essentielle, refusait de s'emboîter. Au premier regard,
Tout accablait Thomas L. La voiture aperçue près du chemin, les fibres retrouvées dans le coffre, les échanges suspects sur les réseaux sociaux. Pourtant, les preuves scientifiques tardaient à confirmer ces éléments. L'ADN partiel isolé sur un fragment de tissu correspondait à celui du suspect à 87%, selon les experts. Un taux élevé, mais insuffisant pour établir une certitude judiciaire. De plus, son emploi du temps du soir du 17 novembre restait flou, mais pas impossible. Il affirmait avoir quitté son chantier à Rethel vers 16h30, puis s'être rendu chez un ami à Charleville, où il aurait passé la soirée à regarder un match de football. Cet ami, entendu, confirma partiellement. Il est venu, oui, mais plus tard, peut-être vers 20h. Ce créneau d'incertitude, entre 17h et 20h, coïncidait malheureusement avec la mort de Camille. Les enquêteurs décidèrent de tout reprendre depuis le début. Ils réexaminèrent le téléphone de Thomas, son ordinateur, ses itinéraires GPS, ses reçus de carburant. Le profil numérique de l'homme se révéla complexe. Plusieurs comptes sur les réseaux, dont certains sous de fausses identités, des historiques effacés, des fichiers cryptés. Mais aucun message direct n'établissait formellement le contact avec Camille sous son vrai nom. La correspondance provenait d'un numéro prépayé, et même si la carte SIM était dans son téléphone, elle avait pu être utilisée par quelqu'un d'autre. Le doute subsistait. C'est dans cette zone grise que la tension monta. À Rocroi, les habitants suivaient l'affaire jour après jour. Les journaux titraient « Le suspect nie en bloc »,« La piste du prédateur numérique »,« Une enquête sous haute pression ». Dans les cafés, on débattait avec passion. S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi mentir sur ses horaires? D'autres répondaient « Et si on se trompait? S'il n'était qu'un bouc émissaire? » Les familles, traumatisées par la peur, refusaient d'envisager l'erreur. L'opinion voulait un coupable, vite. Pendant ce temps, les gendarmes de la section de recherche poursuivaient leur vérification. Ils avaient remarqué une anomalie. Sur le téléphone de Camille, les messages avec Lucas 08 s'étaient interrompus brutalement la veille du drame. Le dernier provenait non pas d'une ligne française, mais d'une adresse IP localisée, en Belgique. À première vue, cela pouvait s'expliquer par la proximité de la frontière. Mais en recoupant les horaires, les enquêteurs comprirent que cette connexion avait été faite depuis une borne Wi-Fi publique, dans un café de Chimay, à une trentaine de kilomètres de Rocroi. Or, selon la géolocalisation, Thomas L. se trouvait alors à son travail à Rethel, bien plus au sud. Cette incohérence souleva de nouvelles questions. Question 1. La procureure, prudente, demanda des vérifications complémentaires. Fallait-il envisager une complicité, un réseau, ou bien un usurpateur utilisant les mêmes images, les mêmes mots, les mêmes méthodes? Dans le silence des bureaux, les enquêteurs comprenaient qu'ils n'étaient peut-être pas face à un unique prédateur, mais à une mécanique plus diffuse, une sorte de toile virtuelle, où plusieurs individus adoptaient la même identité pour approcher des mineurs. Pourtant, les éléments matériels, eux, continuaient de pointer vers Thomas L. Ses déplacements, ses incohérences, et surtout la présence de fibres textiles identiques à celles du manteau de la victime dans sa voiture. Les experts en microtraces précisèrent que ces fibres pouvaient provenir d'un simple contact, un frottement accidentel, un échange indirect. Rien ne prouvait un contact physique prolongé. Mais rien ne l'excluait non plus. Dans le même temps, un autre détail commença à inquiéter les enquêteurs.
Dans le téléphone de Thomas, ils découvrirent plusieurs recherches effectuées dans les semaines précédant le drame. Comment parler à une mineure sans se faire repérer? Comment supprimer les traces d'un compte Messenger? Temps de décomposition, corps extérieurs, automne. Ces recherches, froides, cliniques, ajoutaient une couche de gravité. Mais là encore, il fallait rester prudent. La date exacte de ces consultations n'était pas clairement associée à son profil d'utilisateur. Les enquêteurs commençaient à s'enliser dans un maquis de données où la vérité semblait glisser à chaque pas. Pendant ce temps, la famille de Camille, accrochée à chaque bulletin d'information, vivait entre deux souffrances, celle du deuil et celle de l'incertitude. Sa mère, Marie, déclarait à une journaliste de France 3. « On veut comprendre, pas se venger, mais on veut savoir qui. Pourquoi elle ?» Les mots résonnaient comme un écho dans toute la vallée. Le visage de Camille, affiché sur les murs du collège, était devenu un symbole, celui d'une innocence volée, mais aussi d'une société qui découvrait à quel point les écrans pouvaient devenir des armes. La défense de Thomas L., assurée par un jeune avocat commis d'office, commença à se structurer. Dans un communiqué sobre, il rappela le principe fondamental. Mon client nie toute implication. Il est victime d'une confusion numérique et d'un emballement médiatique. Mais cette stratégie d'apaisement ne convainquit personne. Les médias, eux, s'emparèrent du sujet. Des émissions de débat parlèrent de la faillite de la prévention en ligne, d'autres évoquaient le spectre des crimes pédophiles en milieu rural. La pression monta d'un cran. Les enquêteurs savaient que le temps jouait contre eux. Sans aveu, sans ADN définitif, sans témoin direct, le dossier risquait de s'effondrer. C'est alors qu'un nouvel élément surgit, discret, mais décisif. Lors de l'analyse des caméras de surveillance installées sur la route départementale menant à Rocroi, un véhicule non identifié apparut entre 17h40 et 18h10, le soir du crime. Une voiture sombre, aux phares défectueux, circulant à faible allure. Les gendarmes, après agrandissement de l'image, identifièrent la marque, une Renault Clio. Mais le modèle semblait plus ancien que celui de Thomas L. Une Clio 2, pas une Clio 3. Et surtout, la plaque d'immatriculation, partiellement lisible, appartenait à un véhicule déclaré volé. En Belgique, 2 semaines avant les faits, cette découverte raviva l'hypothèse d'un second individu. Un homme circulant dans la région, utilisant un véhicule volé, connaissant les chemins forestiers. Les témoins, réentendus, évoquèrent un conducteur jeune, peut-être brun, portant une casquette. Les enquêteurs décidèrent d'ouvrir une piste parallèle, celle d'un prédateur itinérant opérant à proximité de la frontière, profitant de la confusion géographique pour échapper à la surveillance. Dans les jours qui suivirent, la gendarmerie belge fut associée à l'enquête. Les échanges d'informations révélèrent que, quelques mois plus tôt, une adolescente de Chimay avait signalé un homme cherchant à l'aborder près de son école, se présentant lui aussi sous le pseudonyme Lucas. L'affaire avait été classée, faute de plainte officielle. Soudain, tout semblait se recouper, mais cette nouvelle piste, si troublante soit-elle, ne dédouanait pas Thomas L. Le procureur insista. « Nous explorons toutes les hypothèses, mais le suspect principal reste le même. » Pourtant, dans les couloirs du commissariat, certains enquêteurs commençaient à douter.
Et dans les yeux fatigués du capitaine en charge du dossier, on pouvait lire une inquiétude plus profonde encore. Et si ce crime n'était que le premier d'une série, les nuits dans les Ardennes devinrent plus lourdes encore. Les enfants n'allaient plus seuls à l'école. Les mères se fermaient à leurs volets à la tombée du jour. On disait que la forêt avait avalé la vérité. Et dans les bureaux du parquet, la certitude d'un seul coupable commençait à s'effriter, laissant place à une autre peur, celle de ne jamais vraiment savoir. L'hiver s'était définitivement installé sur les Ardennes. La neige, fine et persistante, recouvrait les champs d'une lumière presque irréelle. Mais dans les couloirs du parquet de Charleville, rien n'avait de paisible. L'enquête sur la mort de Camille, ouverte depuis plus d'un mois, était entrée dans une phase de tension extrême. Les médias continuaient de s'amasser, les habitants réclamaient des réponses, et les enquêteurs, eux, doutaient, car ce qu'ils allaient en découvrir dans les semaines suivantes allait transformer cette affaire en un véritable labyrinthe judiciaire. Tout avait commencé par un rapport venu discrètement du laboratoire central de Lyon. Les experts y avaient analysé de nouveaux prélèvements effectués sur le lieu du crime, notamment sous les ongles de la victime et sur un fragment de tissu retrouvé à quelques mètres du corps. Le résultat fut inattendu. On y détectait un second ADN masculin, différent de celui de Thomas L. Les enquêteurs relurent 3 fois la conclusion du rapport avant d'en informer la procureure. Cela ne signifiait pas forcément la présence d'un deuxième agresseur, mais cela rendait le scénario beaucoup plus complexe. La probabilité d'une contamination accidentelle était faible. La trace était fraîche, bien conservée et prélevée directement sur un élément appartenant à la victime. Qui était cet homme? Et pourquoi son profil génétique ne correspondait à aucune identité répertoriée dans le fichier national? Automatiser des empreintes génétiques. Les gendarmes décidèrent de reprendre les auditions, mais différemment cette fois. Ils élargirent leur champ d'investigation au-delà de la zone de Rocroi. Livreurs, ouvriers saisonniers, chasseurs, touristes belges venus pour le week-end. L'hypothèse d'un prédateur de passage commençait à prendre de la consistance. Pendant ce temps, Thomas L., toujours en détention provisoire, se murait dans le silence. Ses avocats multiplièrent les requêtes en nullité, dénonçant une enquête orientée et une présomption de culpabilité orchestrée par les médias. Mais derrière ces arguments juridiques, une autre réalité s'imposait. L'homme supportait mal l'isolement. Il dormait peu, se nourrissait à peine, parlait à voix basse lorsqu'il acceptait de répondre aux questions des surveillants. Un soir, lors d'un entretien avec le psychologue de la prison, il laissa échapper une phrase énigmatique. « Ils croient tous que c'est moi. Mais il y en a d'autres. Cette phrase consignée dans le rapport pénitentiaire, fut immédiatement transmise aux gendarmes. D'autres. Était-ce une provocation, une stratégie pour semer le doute, ou une confession indirecte? Les enquêteurs décidèrent de creuser. Ils réexaminèrent tous les échanges numériques associés au pseudonyme Lucas08. Les serveurs des réseaux sociaux montrèrent bêtement qu'au moins 3 adresses IP distinctes avaient été utilisées pour se connecter au même compte, depuis des localisations différentes, Rethel, Charleville et Chimay, en Belgique. Autrement dit, plusieurs individus avaient pu avoir accès à ce profil. Ce fut un tournant majeur. Un groupe spécialisé en cybercriminalité fut dépêché depuis Paris pour établir une cartographie des connexions. Peu à peu, un réseau d'activités suspectes apparut. Plusieurs comptes aux pseudo-proches, Lucas08,
Lucas Hard, Lucas 15, se suivaient mutuellement, partageaient les mêmes photos, les mêmes phrases d'accroche, les mêmes manières d'approcher des adolescentes. L'un des profils provenait d'une adresse en Wallonie, un autre d'une zone industrielle à Reims. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un prédateur isolé, mais d'un petit groupe d'hommes échangeant des informations, voire des identités. L'équipe d'enquêteurs comprit alors que le piège qui avait conduit Camille à sa mort dépassait largement le cadre local. Pendant ce temps, à Rocroi, la population sombrait dans la paranoïa. Des parents retiraient leurs enfants du collège. Les réseaux sociaux s'emplissaient d'accusations, de théories. On parlait d'un réseau pédophile transfrontalier, de complicité, de silence des autorités. Les gendarmes, eux, continuaient à garder le cap. Priorité aux preuves, pas aux rumeurs. Mais un autre détail allait relancer le drame. Au domicile de Thomas L., les techniciens, en fouillant un ancien disque dur externe dissimulé dans une boîte de chaussures, découvrirent un dossier crypté. Après plusieurs jours d'efforts, les experts réussirent à le déverrouiller. À l'intérieur, plusieurs centaines de photos et de vidéos collectées en ligne, dont certaines provenaient de profils publics de jeunes filles de la région. Parmi elles, plusieurs images de Camille, récupérées sur son ancien compte de dessin. Rien d'explicite, rien d'illégal à première vue, mais un signe d'obsession évident. Et surtout, dans un sous-dossier, les enquêteurs trouvèrent un document texte. Son contenu, daté de septembre 2018, laissa tout le monde sans voix. Elle ne sait pas qui je suis. Elle croit que j'ai 14 ans. Elle me parle de ses rêves, de son chien, de ses dessins. Je crois que je l'aime. Cette phrase attribuée à Thomas L. allait devenir l'un des éléments les plus accablants du dossier. Mais là encore, rien ne prouvait qu'il s'agissait d'un aveu. Le fichier n'était pas signé, pas horodaté par son utilisateur. Les avocats contestèrent aussitôt sa valeur probante. La vérité, une fois de plus, semblait se dérober. Dans les semaines suivantes, les gendarmes belges identifièrent un second individu, susceptible d'avoir utilisé le profil Lucas. Un homme de 35 ans, résidant à Chimay, déjà condamné pour détention d'images pédopornographiques. Il fut brièvement interpellé, puis relâché, faute de lien matériel avec l'affaire française. Mais son ADN, prélevé à titre comparatif, intriguait. Il présentait des similitudes partielles avec la seconde trace retrouvée sur la scène de crime. Cette coïncidence, d'abord écartée, finit par s'imposer comme une piste sérieuse. Et soudain, les enquêteurs français réalisèrent qu'ils n'avaient peut-être pas affaire à un meurtre isolé, mais à une rencontre tragique entre deux prédateurs. Le scénario devint vertigineux. Thomas L., pensant rencontrer la jeune fille, aurait pu croiser, sur les lieux mêmes du rendez-vous, un autre homme, celui qui se cachait derrière la même identité virtuelle. Deux manipulateurs, un même piège, une victime au milieu. L'hypothèse paraissait invraisemblable, mais pas impossible. Les experts en criminologie rappelaient que certains prédateurs numériques se parasitent entre eux, cherchant à exploiter les mêmes pseudonymes, les mêmes profils pour attirer les mêmes victimes. Si c'était le cas, le crime de Camille pouvait être le résultat d'une collision criminelle, un enchevêtrement de manipulations et de malentendus monstrueux. Au sein de la gendarmerie, cette idée glaçait le sang, car elle signifiait que, pendant qu'ils concentraient leurs efforts sur Thomas L., un autre homme, libre, circulait peut-être encore dans la région. La procureure décida alors de relancer un appel à témoins à grande échelle, diffusé sur toutes les chaînes. Toute personne ayant aperçu un véhicule suspect ou un individu inconnu près des chemins de Rocroi
entre le 15 et le 20 novembre, est invité à se manifester immédiatement. L'appel provoqua une avalanche de signalements. Certains témoignages s'avérèrent farfelus, d'autres incohérents. Mais un attira particulièrement l'attention. Celui d'un chauffeur routier belge affirmant avoir vu, le soir du 17 novembre, une Clio sombre garée sur un bas-côté, phares allumés, avec 2 hommes à bord. 2. Cette simple mention bouleversa toute la chronologie de l'affaire. Les enquêteurs réexaminèrent la scène. L'empreinte de pneus, la trace de pas plus large que les autres, la disposition du corps. Peu à peu, le puzzle reprenait une forme nouvelle. Et cette fois, il n'était plus question d'un seul tueur. Mais si Thomas, elle, n'avait pas agi seul, pourquoi se taire? Par peur, par complicité, ou parce que, dans sa tête confuse, il ne savait plus lui-même où s'arrêtait la vérité. Au fil des sottes semaines, la tension devint insoutenable. Les familles, les habitants, les journalistes, tous attendaient le moment où la lumière serait faite. Et pourtant, à mesure que l'enquête avançait, le brouillard semblait s'épaissir encore. Les experts ADN annoncèrent qu'un nouveau résultat complet serait communiqué dans 10 jours. 10 jours d'attente, 10 jours de silence, 10 jours suspendus entre l'espoir et la peur. Le 12 janvier 2019, alors que les Ardennes grelottent sous une pluie glacée, les enquêteurs de la section de recherche reçoivent enfin le rapport tant attendu du laboratoire national. Le verdict est clair, précis, irrévocable. Le second ADN retrouvé sur le lieu du crime correspond formellement à celui d'un homme belge de 35 ans, arrêté quelques semaines plus tôt à Chimay, pour des faits sans lien apparent avec l'affaire. Son nom, Marc de Smet, un nom inconnu jusque-là du dossier français, mais désormais central. L'annonce tombe comme un couperet. Marc de Smet, technicien intérimaire dans une entreprise de transport, avait déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2016. Il vivait seul, à proximité de la frontière, et avait l'habitude de franchir régulièrement le territoire français pour des livraisons. Lorsque les enquêteurs belges perquisitionnèrent son domicile, ils mirent la main sur plusieurs disques durs contenant des conversations en ligne sous divers pseudonymes, dont celui de Lucas Hewitt. Les traces retrouvées correspondaient exactement à celles déjà identifiées dans le dossier de Camille. Pour les gendarmes français, l'équation devenait vertigineuse. 2 hommes, 2 profils numériques identiques, 2 versions du même monstre. Mais surtout, une question. Lequel des deux a tué? À ce stade, rien ne prouve que Thomas, elle et Marc de Smet se connaissaient. Et pourtant, tout indique qu'ils ont fréquenté les mêmes plateformes, utilisé les mêmes stratagèmes, peut-être même ciblé la même enfant, sans le savoir. Le parquet belge confirme rapidement que de Smet avait été connecté à son domicile le 17 novembre. Entre 16h45 et 17h15, heure à laquelle Camille échangeait encore des messages avec le faux Lucas. Puis plus rien. Son téléphone s'éteint à 17h19. À 18h07, la montre de Camille. La chronologie est implacable. Les enquêteurs français comprennent qu'ils tiennent enfin une pièce manquante du puzzle. Mais avant de tirer des conclusions, il faut confronter les 2 hommes. Le 17 janvier, sous l'autorité d'une commission rogatoire internationale, une équipe française se rend en Belgique pour assister à l'interrogatoire de Marc de Smet. L'homme, trapu, au regard fuyant, garde d'abord le silence. Puis, face à la présentation des preuves ADN, il finit par fléchir. Ses mots, froids, posés, vont figer la pièce entière. Oui, je l'ai vue.
Elle croyait que j'étais un jeune. Je voulais juste parler. Elle a eu peur. J'ai paniqué. Ce sont les premiers aveux partiels. Il affirme avoir croisé Camille par hasard, après des semaines d'échanges virtuels, et prétend qu'une altercation aurait dégénéré. Il nie toute agression sexuelle. Il dit avoir simplement voulu la retenir lorsqu'elle a tenté de fuir. Mais son récit est incohérent. Il ne peut expliquer la présence du corps à cet endroit précis, ni le téléphone brisé, ni les traces de lutte. Et surtout, il ne mentionne à aucun moment la présence de Thomas L. Les enquêteurs français, de retour à Charleville, décident alors de confronter Thomas L. à ces nouveaux éléments. Lorsqu'on lui apprend l'existence d'un autre homme utilisant le même pseudonyme, son visage se fige. Il baisse les yeux, reste muet pendant de longues minutes. Puis, dans un murmure, il prononce une phrase qui restera gravée dans le procès-verbal. Donc, ce n'était pas moi qu'elle attendait. Cette phrase, à la fois déroutante et terrifiante, résume la mécanique du drame. Une jeune fille piégée par deux prédateurs, chacun croyant manipuler l'autre à travers l'écran. Pour les enquêteurs, la priorité devient alors de reconstituer la scène. Le 22 janvier, à l'aube, sous une pluie fine et froide, les gendarmes installent un périmètre sur le chemin communal Indexet. La reconstitution judiciaire débute. Thomas L. est extrait de sa cellule, menotté, escorté par 4 militaires. Son regard reste vide, presque absent. Il marche lentement, les mains tremblantes. Il s'arrête à l'endroit exact où le corps de Camille avait été retrouvé. Le magistrat instructeur lui demande de décrire ses gestes, ses déplacements, ses intentions. Thomas hésite, regarde autour de lui, puis répond d'une voix faible. « Je suis venu ici ce soir-là, oui. » Mais elle n'était plus là. Il y avait déjà quelqu'un, j'ai vu une silhouette courir dans les bois. Cette version, difficilement vérifiable, soulève un trouble immense. Les gendarmes, stupéfaits, notent chaque mot. Pourrait-il avoir dit vrai? Aurait-il découvert la scène après coup? Ou invente-t-il tout pour brouiller les pistes? Une équipe d'experts en criminalistique tente de vérifier la cohérence de ses propos. Les empreintes de pas relevées sur les lieux, longtemps indéchiffrables, semblent indiquer la présence d'au moins 2 individus distincts, l'un chaussant du 42, l'autre du 44. L'empreinte plus large correspond au profil morphologique de De Smet. Ce soir-là, la certitude d'un meurtre solitaire s'effondre. La reconstitution s'achève dans un silence total. Thomas L. est reconduit à son véhicule, le visage fermé. Les enquêteurs, eux, échangent des regards lourds. Ils viennent de comprendre que la vérité ne sera ni simple, ni complète. Les jours suivants, les analyses complémentaires confirment que les 2 ADN, celui de Thomas et celui de Smet, se retrouvent sur un même objet. Le téléphone portable de Camille. L'un sur la coque, l'autre sur l'écran. Ce détail change tout. Il ne s'agit plus d'une simple coïncidence. Les 2 hommes ont eu, à un moment ou à un autre, un contact physique avec le téléphone. Mais lequel avant l'autre? Et à quel moment exact? Les reconstitutions temporelles montrent que le téléphone s'est éteint à 17h56, probablement brisé dans la chute. La montre, arrêtée à 18h07, indique que la mort est survenue peu après. Entre ces 11 minutes, un trou béant. Les enquêteurs se heurtent à la limite de la science. L'ordre des contacts ADN ne peut être établi avec certitude. Pour la justice, ce sera l'énigme centrale du dossier.
Qui, de Thomas ou de Smet, a donné le dernier coup? Pendant ce temps, les familles s'enlisent dans la douleur. Marie et Benoît R., les parents de Camille, assistent en silence à l'évolution de l'enquête. Ils n'espèrent plus une version unique, seulement une forme de justice. Lorsqu'ils apprennent qu'un second homme a été identifié, leur réaction est brève, poignante. Donc il y en avait deux, et aucun n'a empêché ce qu'il s'est passé. Le drame prend alors une autre dimension, celle de la fatalité, de l'innocence broyée par deux solitudes monstrueuses. Fin février, les autorités judiciaires françaises et belges annoncent officiellement la cosaisine de l'affaire. Les deux suspects sont mis en examen pour enlèvement, viol et meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Les médias s'enflamment, parlent d'un duo du mal, d'un piège numérique transfrontalier. Mais sur le terrain, les gendarmes continuent de travailler dans la discrétion la plus totale. Ils veulent comprendre, jusqu'au dernier détail, ce qui s'est joué ce soir-là sur ce chemin forestier, les relevés topographiques, les données de lumière, les témoignages des riverains. Tout est minutieusement reconstitué. La scène finale se dessine peu à peu. Camille quitte l'arrêt de bus, téléphone à la main. Elle reçoit un message de Lucas lui disant qu'il veut lui parler 5 minutes. Elle accepte, croyant reconnaître la voix du garçon entendue dans des messages vocaux. Mais à sa rencontre, un homme plus âgé, nerveux, maladroit. Elle recule, tente de s'enfuir. L'homme la rattrape. Dans la lutte, un second individu apparaît. Peut-être Thomas, peut-être un témoin imprévu. Une altercation éclate. Puis le silence. Le drame, à cet instant précis, se scelle pour toujours. Les enquêteurs savent qu'ils ne parviendront sans doute jamais à reconstituer entièrement ces 11 minutes. Mais ce qu'ils ont désormais entre les mains suffira à renvoyer les deux hommes devant la justice. Et, dans le froid mordant de février, lorsque la procureure signe la clôture de la première phase d'instruction, elle note en marge de son dossier: il ne s'agit pas seulement d'un crime, c'est l'histoire d'une illusion devenue mortelle. La phrase, à elle seule, résume toute l'horreur contenue dans cette affaire. L'hiver 2019 s'étirait dans une atmosphère lourde. La forêt ardennaise, encore gorgée d'eau et de neige fondue, semblait retenir son souffle. Sur la route de Rocroi, les voitures ralentissaient à l'approche du petit panneau indiquant « Lieu du drame ». Les fleurs déposées par les habitants s'étaient fanées, mais personne n'avait osé les retirer. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, l'enquête prenait une dimension tentaculaire. Les autorités françaises et belges travaillaient désormais main dans la main. Chaque semaine, des réunions de coordination étaient organisées à Charleville, en présence du procureur français et d'un juge d'instruction de Mons. L'objectif, harmoniser les procédures, confronter les éléments, éviter les contradictions. Les murs de la salle d'enquête étaient recouverts de cartes, de photos, de relevés téléphoniques. On y voyait des lignes rouges reliant Rocroi à Chimay, puis Rethel à Reims. Un réseau de déplacements, d'horaires, de connexions numériques. Sur un grand tableau, 3 portraits. Camille, Thomas L., Marc de Smet. 3 visages liés par une tragédie incompréhensible. Les enquêteurs n'étaient plus dans la recherche du coupable, mais dans celle des faits exacts. Qui a fait quoi? Qui était présent? Et surtout, pourquoi? Les premiers échanges entre les équipes françaises et belges furent tendus. Les procédures différaient, les méthodes aussi. Mais une chose les unissait: la conviction que la mort de Camille n'était pas un accident. Le capitaine Dubreuil, responsable de la section de recherche de Reims,
l'exprima avec gravité. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est un guet-apens. Dès lors, l'enquête prit une nouvelle orientation. Les gendarmes décidèrent de confronter les deux suspects, séparément, à l'intégralité des preuves, le 5 février 2019. Dans le parloir sécurisé de la prison de Charleville, Thomas L. fut interrogé à nouveau. Le magistrat lui lut les résultats ADN, les aveux partiels de Smet, la chronologie des événements. L'homme resta impassible. Ses mains tremblaient, mais son visage demeurait fermé. Après plusieurs heures de silence, il finit par dire « J'étais là, oui, mais je ne voulais pas ça. » C'était la première fois qu'il reconnaissait sa présence sur les lieux du crime. Les enquêteurs s'accrochèrent à chaque mot. Thomas décrivit une scène confuse. Une rencontre dans le bois, un homme déjà sur place, une dispute, puis le trou noir. Il affirma avoir fui, paniqué, sans savoir ce qui s'était passé ensuite. Pour les enquêteurs, c'était une avancée majeure, mais aussi une énigme supplémentaire. Pendant ce temps, en Belgique, Marc de Smet persistait dans sa version. Il avait rencontré Camille par hasard, l'avait effrayé, puis s'était sauvé. Il niait avoir croisé quelqu'un d'autre. Pourtant, son téléphone, géolocalisé à 18h03, prouvait qu'il se trouvait encore à moins de 2 kilomètres du lieu du crime à l'heure exacte de la mort. Les deux versions s'entrechoquaient sans jamais se rejoindre. Les enquêteurs décidèrent de se tourner vers les témoins. Un couple d'agriculteurs, domiciliés à 500 mètres du sentier, affirma avoir entendu des cris vers 17h50, suivis d'un bruit de moteur. Le mari se souvint même d'un détail. Une voiture grise, phare cassé, est passée à toute vitesse. Ce témoignage, croisé avec les caméras de surveillance, confirmait la présence de deux véhicules, la Clio de Thomas et la Clio volée utilisée par de Smet. Deux silhouettes, deux fuites, deux directions opposées. La presse s'empara aussitôt de ces éléments. Les journaux titrèrent « Deux prédateurs, une victime. Le piège numérique des Ardennes. » Les chaînes d'information envoyèrent des reporters sur place. Les plateaux télévisés s'emplirent de psychologues, de criminologues, de parents inquiets. Le nom de Camille, jusque-là prononcé avec pudeur, devint un symbole. Pour les enquêteurs, ce tapage médiatique compliquait tout. Les témoins se rétractaient, certains inventaient des détails. On vit apparaître de faux profils sur les réseaux, prétendant connaître la vérité. Le colonel de gendarmerie dut rappeler publiquement « Les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal ». Malgré le chaos médiatique, le travail scientifique avançait. Les experts en téléphonie parvinrent à reconstruire, minute par minute, les déplacements des deux suspects. Thomas L. avait quitté Rethel à 16h42, était passé à Rocroi à 17h25, puis son portable avait cessé d'émettre à 17h55, exactement dans le secteur du crime. De Smet, lui, avait quitté la Belgique à 16h30 et franchi la frontière à 17h10. Les deux hommes s'étaient donc trouvés dans un rayon de 3 kilomètres au même moment. Cette coïncidence mathématique glaça le sang des enquêteurs. Il n'était plus possible de nier qu'ils s'étaient croisés. Mais comment? Et dans quelles circonstances? C'est là qu'apparut un nouvel élément. Un technicien belge, collaborant avec les services français, découvrit dans les conversations de Smet un message supprimé automatiquement. « Je sais que tu parles aussi à une autre. Fais gaffe à toi. » Le message, envoyé depuis un profil inconnu, datait de 3 jours avant le drame. Les enquêteurs soupçonnèrent alors un contact direct entre les deux prédateurs. Peut-être s'étaient-ils repérés en ligne, jalousés
menacée. La rivalité virtuelle aurait-elle débouché sur une confrontation réelle? Cette hypothèse vertigineuse fut évoquée dans un rapport interne, possibilité d'un passage à l'acte concomitant, motivé par un conflit de possession imaginaire sur la victime. Les magistrats, d'abord sceptiques, finirent par admettre que la psychologie des deux hommes rendait ce scénario plausible. Pendant ce temps, les proches de Camille tentaient de survivre à l'attente. Marie R., sa mère, participait régulièrement aux audiences d'instruction. Elle écoutait sans parler, le visage blême, les mains serrées. Son mari, lui, refusait de s'y rendre. Il disait « Je ne veux pas les voir. Je veux juste que ça s'arrête. » Mais rien ne s'arrêtait. L'instruction s'allongeait, les expertises s'empilaient, les versions se contredisaient. Au printemps 2019, un nouveau rapport balistique vint apporter une confirmation troublante. Sur un fragment métallique retrouvé sur le lieu du drame, un bouton de veste arraché, les experts relevèrent la trace d'un produit chimique utilisé dans certaines usines belges. Ce détail liait définitivement la scène du crime à De Smet. Et pourtant, l'avocat de Thomas L. saisit l'occasion pour plaider la confusion. Mon client est peut-être coupable d'avoir voulu la rencontrer, pas de l'avoir tuée. Cette ligne de défense, audacieuse, fit naître un débat judiciaire inédit. Pouvait-on être considéré complice d'un meurtre qu'on n'avait pas physiquement commis, mais qu'on avait rendu possible par une manipulation? Les juristes s'affrontaient, les plateaux télévisés spéculaient, les parents de Camille se muraient dans le silence. L'été arriva, étouffant et orageux. Dans la salle d'instruction de Charleville, l'enquête approchait de sa fin. Les deux suspects allaient bientôt être renvoyés devant la cour d'assises. Le 4 juillet 2019, la juge d'instruction signa la fin de la phase d'investigation. Elle nota, en conclusion de son rapport, « Les deux mis en examen ont concouru, par des moyens distincts, à la mort de la victime. La responsabilité pénale exacte de chacun sera déterminée à l'audience. » Cette phrase, prudente mais ferme, marqua la transition vers le procès. Dans les Ardennes, la vie tenta de reprendre son cours. Le collège de Rocroi inaugura une salle de dessin portant le prénom de Camille. Les habitants parlèrent d'elle au passé, sans oser vraiment tourner la page. Mais pour les enquêteurs, comme pour les familles, l'histoire n'était pas terminée, car au-delà du crime, une question plus profonde restait en suspens. Comment deux hommes, isolés, sans lien préalable, avaient-ils pu converger vers la même proie, au même moment, dans le même lieu? La réponse allait émerger, douloureusement, lors du procès. Le procès tant attendu s'ouvrit le 2 mars 2020, dans la grande salle de la cour d'assises de Charleville-Mézières. Dès l'aube, les grilles du palais étaient envahies par les caméras, les journalistes, les familles, les curieux. Le nom de Camille R. figurait désormais sur toutes les unes. Le piège numérique des Ardennes. 2 prédateurs, une victime. Mais à l'intérieur, loin des flashs, la tension était d'une autre nature. Dense, silencieuse, presque physique. Sur le banc des accusés, Thomas L. et Marc De Smet ne se regardaient pas. L'un, le Français, maigre, livide, tremblait légèrement des mains. L'autre, le Belge, impassible, semblait absorbé par la table de bois devant lui. Entre eux, un vide, comme un gouffre que rien ne pourrait combler. Dès la première journée, la présidente du tribunal annonça la couleur. Ce procès n'aura pas pour but de désigner un monstre, mais de comprendre comment 2 vies d'hommes adultes ont pu converger vers celle d'une enfant. Les débats allaient durer 3 semaines. Les premiers jours furent consacrés à la chronologie, les messages échangés, les géolocalisations, les traces ADN. Les experts défilaient à la barre, posant des termes froids sur des faits insoutenables.
frottements, traînées debout, empreintes partielles, correspondance statistique. Les parents de Camille, assis au premier rang, n'avaient de pas bougé depuis l'ouverture. Marie tenait entre ses mains la photo de sa fille, un cliché pris 1 an avant le drame. Camille riait, les cheveux au vent, ignorant tout du cauchemar à venir. Le témoignage le plus attendu fut celui du capitaine Dubreuil, chef de l'enquête. D'une voix posée, il raconta la progression du dossier, les fausses pistes, les nuits sans sommeil, et surtout, le moment où tout avait basculé. Quand nous avons compris qu'ils avaient utilisé le même pseudonyme, le même piège, nous avons su que nous étions face à quelque chose d'inédit. À ce moment-là, la salle entière resta silencieuse. Le capitaine poursuivit. Camille ne parlait pas à un garçon de 14 ans. Elle parlait à 2 hommes. Chacun pensait la posséder. Cette phrase claqua dans l'air comme une condamnation morale. Vint ensuite le temps des confrontations. Sous l'œil des caméras judiciaires, Thomas L. et Marc de Smet furent placés face à face. On aurait pu croire qu'ils se connaissaient. Mais lorsqu'on leur demanda s'ils s'étaient déjà rencontrés avant le 17 novembre, les deux secouèrent la tête. Pourtant, dans leur regard, un frisson passa. Une reconnaissance étrange, peut-être inconsciente. La présidente tenta de les pousser à parler. « Monsieur L, vous dites avoir vu une silhouette ce soir-là. Était-ce lui? »« Je ne sais pas. »« Et vous, monsieur de Smet, avez-vous vu quelqu'un? »« Non, j'étais seul. » 2 réponses sèches, 2 mensonges possibles. Le procès se transforma alors en un duel de psychologie. Les experts psychiatres décrivirent 2 personnalités presque opposées. Thomas L., fragile, influençable, enfermé dans une obsession affective. Marc de Smet, froid, manipulateur, calculateur. L'un cherchait à être aimé, l'autre à dominer. Mais les 2 partageaient une faille, l'incapacité à reconnaître la limite entre désir et pouvoir. Un expert déclara « Leurs univers mentaux se sont croisés dans un espace virtuel. Et dans cet espace, la victime est devenue une idée avant de redevenir un corps. » Ces mots provoquèrent des murmures dans le public. La présidente rappela le silence, puis vint le moment des preuves matérielles. L'ADN, les fibres, les empreintes, tout fut détaillé. Les experts confirmèrent la présence simultanée des 2 hommes sur la scène du crime. Les reconstitutions en 3D projetées à l'écran montrèrent 2 silhouettes se déplaçant autour de Camille dans les minutes précédant sa mort. Impossible de dire qui frappa le premier, mais un détail retint l'attention du jury. Sur le téléphone de Thomas L., on avait retrouvé un message enregistré mais jamais envoyé. Daté du soir du crime, à 18h12, il disait simplement « Je n'ai pas voulu ». Les techniciens confirmèrent que le message avait été tapé puis effacé, mais conservé dans la mémoire du système. Ce fragment de phrase, sans sujet, sans destinataire, devint le cœur émotionnel du procès. Certains y virent un aveu, d'autres une culpabilité confuse, un remords postérieur. De son côté, Marc de Smet ne céda rien. Il resta impassible, répondant à chaque question par des phrases mécaniques. « Je ne l'ai pas touché. Je suis parti. Je n'aimerais peu. » Son absence d'émotion glaça la salle. Même son avocat, dans un instant d'honnêteté rare, reconnut. « Mon client ne ressent rien. » C'est peut-être ça, le plus effrayant. Au fil des jours, les témoins se succédèrent. Des enseignants, des camarades de classe, des parents d'élèves. Tous décrivirent Camille comme une enfant douce, confiante, parfois naïve, mais jamais imprudente. Une professeure lâcha, les larmes aux yeux. Elle faisait des dessins de forêt.
Aujourd'hui, je ne peux plus en regarder un seul sans penser à elle. Le témoignage le plus bouleversant fut celui de la mère, Marie. Elle s'avança lentement à la barre, serrant un foulard entre ses mains. Sa voix, d'abord tremblante, devint plus ferme au fil des phrases. Je ne veux pas savoir lequel a fait quoi. Je veux juste qu'il regarde cette photo et qu'il se souvienne qu'elle existait. Elle brandit le portrait de Camille. La salle entière se leva. Même la présidente, un instant, détourna les yeux. À la deuxième semaine de procès, un événement inattendu fit basculer l'audience. L'expert en informatique judiciaire présenta un nouvel élément. Un échange d'emails retrouvé sur une messagerie chiffrée, daté de 2 jours avant le crime. L'un provenait de Thomas L., l'autre d'une adresse appartenant à De Smet. L'objet, le plan. Le contenu, bref. Tu dis qu'elle t'a répondu? Fais l'avenir. Moi, je veux juste la voir. Après, on verra. Ce message, d'une crudité implacable, balaya les derniers doutes sur une possible coïncidence. Les deux hommes avaient communiqué avant la rencontre. Ils avaient planifié, ou du moins s'ils envisagé, un rendez-vous avec la même enfant. Ce n'était plus un hasard. C'était une complicité tacite. La salle d'audience resta pétrifiée. Thomas L. baissa la tête. Marc De Smet, pour la première fois, esquissa un léger sourire. Un rictus à peine perceptible. La présidente interrompit l'audience. Elle déclara d'une voix dure, « Ce procès n'est plus celui d'un malentendu. C'est celui d'un piège délibéré. » Les jours suivants, les débats prirent une tournure plus intime. Des psychologues vinrent décrire le mécanisme de la manipulation en ligne, les illusions de confiance, la dépendance émotionnelle créée par ces échanges numériques. Le public découvrit, stupéfait, à quel point la frontière entre fantasme et réalité s'était effacée dans l'esprit des deux accusés. L'un croyait séduire, l'autre chasser. Entre les deux, Camille avait disparu. Lors de la dernière journée de confrontation, un silence irréel s'installa. La présidente demanda une dernière fois « Qui a étranglé Camille ?» Aucun des deux hommes ne répondit. Seul Thomas L., après un long moment, murmura « Je l'ai tenue, mais je ne voulais pas qu'elle meure. » Ces mots suffirent. La salle éclata en sanglots. La mère de Camille s'effondra. L'avocat général leva la tête, le visage fermé. Alors vous saviez, le procès s'acheva dans un climat de sidération. La dernière plaidoirie de la défense tenta d'invoquer la confusion, l'égarement, la pathologie. Mais le ministère public, lui, parla d'un duo criminel lié par la même illusion de possession. Ils ont confondu la parole d'une enfant avec une promesse. Et quand cette promesse s'est effondrée, ils ont voulu la faire taire. Les jurés se retirèrent pour délibérer. Dans le silence du palais, on entendait seulement la pluie frapper les vitres. La salle d'audience était plongée dans un silence presque religieux lorsque les jurés revinrent. Il était 22h47, ce 20 mars 2020. Les visages étaient graves, épuisés. 3 semaines de débat, 50 témoins, 6 experts, des heures d'interrogatoire. Tout menait à cet instant. Les deux accusés furent reconduits dans le box. Thomas L., blême, fixait le sol. Marc De Smet, lui, restait impassible, le regard vide, sans expression. La présidente prit une profonde inspiration avant de lire le verdict. La cour et le jury déclarent Marc De Smet coupable de viol aggravé et de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. La cour et le jury déclarent Thomas L. coupable de complicité de viol et de non-assistance à personne en danger. Un murmure parcourut la salle, puis la phrase la plus attendue. Marc De Smet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Assorti d'une période de sûreté de 22 ans, Thomas L. est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Le silence, après ces mots, total. On n'entendait plus que le souffle saccadé de la mère de Camille, qui, dans un geste instinctif, serra la main de son mari. Aucun cri, aucune protestation. Seulement le poids écrasant de la justice enfin rendue. La présidente reprit ensuite la parole pour justifier les décisions. Les faits démontrent une convergence d'intentions. L'un a piégé, l'autre a permis. Ensemble, ils ont privé une enfant de sa vie. Dans le box, Thomas L. se mit à pleurer. De Smet resta de marbre. Lorsque le greffier annonça la levée de séance, le Belge tourna brièvement la tête vers les parents de la victime. Le regard qu'il posa sur eux ne contenait ni haine, ni remords, juste un vide absolu. Ce vide glaça la salle, plus sûrement qu'un cri. Les journalistes, massés à la sortie, attendaient les réactions. Mais les parents refusèrent toute déclaration. Leur avocat, Maître Laurent, se contenta de quelques mots sobres. Ce verdict n'efface rien. Mais il restaure un ordre. Celui où la vérité, même incomplète, reprend sa place. Dans les jours qui suivirent, les journaux parlèrent de la fin d'un cauchemar. Mais en réalité, ce n'était pas une fin. C'était un après, un vide différent, mais tout aussi lourd. Le parquet de Charleville salua une enquête exemplaire, citant la coopération franco-belge comme un modèle inédit. Les gendarmes, eux, restèrent discrets. Certains membres de la section de recherche furent affectés à d'autres affaires, d'autres prirent quelques semaines de repos. Le capitaine Dubreuil, épuisé, déclara simplement « Ce genre de dossier vous change à jamais. On apprend à douter, même de la lumière. » Dans les Ardennes, la population tenta de reprendre souffle. Mais le nom de Camille continuait de hanter les conversations. Le collège où elle était scolarisée installa une plaque commémorative à l'entrée, à la mémoire de Camille R., élève courageuse et talentueuse. Que la vigilance protège désormais les rêves des enfants. Une minute de silence fut observée dans toutes les classes. Beaucoup d'élèves pleurèrent. Le procès, malgré sa conclusion judiciaire, laissa derrière lui un débat plus vaste, celui du danger numérique. Les associations de protection de l'enfance prirent la parole, dénonçant la facilité avec laquelle des adultes pouvaient se faire passer pour des adolescents. Des parlementaires proposèrent des lois renforçant la surveillance des plateformes en ligne. Mais dans la réalité, les choses changeaient lentement. Le drame de Camille servait désormais d'exemple dans les campagnes de sensibilisation. Sa mère accepta, quelques mois plus tard, de témoigner dans un documentaire télévisé intitulé « Les pièges de l'écran ». On y entend sa voix, douce et brisée. Internet, c'était pour elle un endroit où elle pouvait rêver. Je n'ai pas su que c'était aussi un endroit où on pouvait mourir. Cette phrase, diffusée en fin d'émission, bouleversa des millions de téléspectateurs. À tout ça. Pendant ce temps, les deux condamnés commencèrent leur vie carcérale. Thomas L. fut transféré au centre pénitentiaire de Bapaume, dans une unité spécialisée pour détenus fragiles. Les psychologues y décrivirent un homme rongé par la culpabilité, oscillant entre déni et remords. Il dessinait beaucoup, disait-on, remplissant des cahiers de croquis, parfois d'enfants, parfois d'animaux. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait « parce que c'est ce qu'elle faisait ». Marc de Smet. Lui resta enfermé à la prison de Nivelles, en Belgique, dans une section de haute sécurité. Et il ne parlait à personne. Les surveillants disaient de lui qu'il dormait les yeux ouverts. Aucun signe de repentir, aucun mot
Le temps passa. Mais dans les villages des Ardennes, le souvenir du drame demeurait omniprésent. Les habitants continuaient d'allumer des bougies les 17 novembre, date du crime. Sur les réseaux, un groupe nommé Justice pour Camille comptait plusieurs milliers de membres. Des parents s'y échangeaient des conseils, des témoignages, des craintes. L'un d'eux écrivit: « Cette affaire a brisé quelque chose chez nous. Avant, on croyait que le danger venait de la grande ville. Aujourd'hui, on sait qu'il peut venir d'une simple conversation en ligne. » Un an plus tard, la Cour d'appel de Reims confirma le verdict. Les peines furent maintenues, les faits définitivement reconnus. Mais, à travers les mots froids de la justice, quelque chose restait suspendu. L'idée que la vérité judiciaire ne coïncide jamais totalement avec la vérité humaine, car personne ne saurait jamais ce qui s'était réellement passé pendant ces 11 minutes d'ombre. Ni lequel des deux avait serré les mains sur le cou de Camille, ni lequel peut-être avait hésité. Ce doute, paradoxalement, devint une forme de rédemption pour les uns et une malédiction pour les autres. Pour les parents, c'était une plaie ouverte, impossible à refermer. Pour les enquêteurs, un rappel cruel des limites de la science. Pour la société, un avertissement silencieux. Les années suivantes, plusieurs affaires similaires émergèrent en France et en Belgique. Des adolescents approchés en ligne par de faux profils, victimes de manipulation ou d'enlèvement. À chaque fois, le nom de Camille revenait comme une ombre familière. Son histoire devint une référence, une tragédie fondatrice dans la conscience collective. En 2022, une loi portant son prénom fut proposée. La loi Camille, visant à renforcer la traçabilité des communications entre adultes et mineurs sur les plateformes sociales. Le texte fut adopté à l'unanimité. Marie, invitée à l'Assemblée nationale, resta debout au moment du vote, les yeux pleins de larmes. « Ce n'est pas une victoire, » dit-elle. « C'est juste une promesse. » Dans le village de Rocroi, la maison des R resta habitée, mais les volets restaient souvent clos. Le père, Benoît, retourna peu à peu au travail sans jamais parler de l'affaire. Sa femme, elle, s'engagea dans des actions associatives, animant des réunions dans les collèges. Son discours, simple, touchait à chaque fois. Le danger n'a pas de visage. Il peut ressembler à quelqu'un de gentil, à une photo banale, à une phrase rassurante. Méfiez-vous de la douceur qui n'a pas de regard. Elle parlait calmement, sans colère. Mais dans sa voix, on percevait ce que les mots ne pouvaient plus dire. La fatigue de vivre avec un vide qui ne se comble pas. Le 17 novembre 2024, exactement 6 ans après la mort de Camille, une petite cérémonie eut lieu au cimetière communal. Quelques proches, des habitants, des élèves aujourd'hui devenus adultes. Une pluie fine tombait, presque identique à celle du soir du crime. Sur la tombe, quelqu'un avait déposé un dessin d'enfant. Un paysage de forêt, traversé par un rayon de soleil. Personne ne savait qui l'avait fait. Mais la signature, en bas à droite, disait simplement « Pour Camille » de la part d'une autre fille de 13 ans. Un silence profond suivit. Et dans ce silence, on comprit que la mémoire, parfois, peut être plus forte que la peur. Pourtant, même après la justice, même après les années, certaines questions demeuraient. Pourquoi elle? Pourquoi ce soir-là? Et surtout, comment un drame pareil peut-il encore recommencer? Les années ont passé, mais dans les Ardennes, rien n'a vraiment disparu. Le sentier communal Endog 7, celui où la vie de Camille s'est arrêtée, existe toujours. Les herbes y ont repoussé,
Les arbres ont grandi, la mousse a recouvert les traces. Parfois, un passant s'y arrête, dépose une fleur ou un dessin plastifié. Le vent emporte les pétales, la pluie les efface, mais d'autres reviennent, comme si la mémoire, elle, refusait de s'éteindre. Au fil du temps, le drame est devenu un repère silencieux dans la région, une sorte de point de fracture invisible, que personne ne nomme mais que tout le monde connaît. Les enfants d'aujourd'hui ne se souviennent pas du visage de Camille, mais leurs parents leur disent « Rentre avant la nuit, fais attention à Internet ». Son prénom est devenu une mise en garde, une prière discrète aussi. Chaque année, le 17 novembre, une petite cérémonie se tient devant le collège de Rocroi. Les visages changent, les voix se renouvellent, mais l'émotion reste la même. Cette année encore, la principale prononça les mots désormais rituels. Camille n'était pas seulement une élève, elle était une promesse. Et cette promesse, nous devons continuer à la faire vivre, en apprenant, en protégeant, en veillant. Sur un banc, un groupe d'élèves de 6e écoutait sans comprendre vraiment. Mais, à la fin, une fillette s'approcha timidement de la plaque commémorative et déposa une enveloppe dessinée de cœur. À l'intérieur, quelques mots d'enfant pour Camille. « Je ne te connais pas, mais moi aussi j'aime dessiner. » La mère de Camille, présente chaque année, ne répond jamais aux journalistes. Elle vient en silence, pose une main sur la plaque, regarde le ciel, puis s'en va. Certains disent qu'elle parle encore à sa fille en pensée, d'autres qu'elle ne parle plus à personne. Mais tous savent qu'elle n'a jamais quitté la maison où Camille a grandi. Elle dit que c'est là que la voix de son enfant lui revient le plus clairement, les soirs de vent. Le drame a profondément transformé la manière dont la région regarde ses enfants. Au collège, un atelier de prévention numérique porte désormais le prénom de la jeune fille. Des intervenants viennent chaque mois parler des dangers des réseaux, des faux profils, de la confiance aveugle. Les enseignants racontent qu'à chaque session, le silence est total. Les élèves écoutent, les yeux écarquillés, et certains finissent par pleurer sans vraiment savoir pourquoi. La professeure d'art plastique de Camille, restée en poste, a fait encadrer un de ses anciens dessins. Une forêt traversée de lumière. Elle se le montre parfois en classe, pour rappeler que derrière chaque élève se cache un monde, fragile et unique. Je leur dis toujours, dessinez mais restez prudents. Camille dessinait la vie, et la vie ne lui a pas laissé le temps de finir son trait. Dans les commissariats, dans les gendarmeries, l'affaire de Rocroi est désormais citée en formation. Elle sert de cas d'école pour comprendre la complexité des crimes numériques, l'imbrication entre monde virtuel et réel. Un instructeur résume souvent ainsi « Ce dossier nous a appris que la vérité peut exister à deux endroits à la fois, derrière un écran et sur un chemin boueux. » Cette dualité, c'est celle du monde moderne. Un espace où l'innocence et la prédation cohabitent, où les frontières s'effacent, où la manipulation peut prendre le visage de la douceur. Mais au-delà des institutions, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont changé. Dans les villages des Ardennes, on parle davantage. On s'écoute plus. Les parents surveillent les téléphones. Les enfants posent des questions qu'on ne leur aurait jamais laissé poser avant. Les conversations, autrefois timides, s'ouvrent sur des sujets qu'on taisait. La solitude, les troubles, les secrets. Et dans cette parole nouvelle, quelque chose s'est reconstruit. Pas la paix, mais la vigilance. Pas la sérénité, mais la conscience. Pour les enquêteurs, le souvenir du dossier reste vif. Le capitaine Dubreuil, aujourd'hui à la retraite,
garde encore dans son bureau une photo de la forêt de Rocroi. Pas celle de la scène du crime, une autre, prise quelques années plus tard, au printemps. Il dit que c'est pour se rappeler qu'un lieu n'est pas condamné à rester le témoin du mal. Quand on lui demande s'il pense avoir tout compris, il répond sans hésiter « Non, on ne comprend jamais vraiment. On approche la vérité, on la touche du doigt, et puis elle s'éloigne. Ce qu'on comprend, c'est la fragilité. Et ça, on ne l'oublie plus. » Du côté judiciaire, l'affaire fit évoluer les pratiques. Depuis 2021, une cellule mixte franco-belge de cyberenquêteurs opère sur les dossiers transfrontaliers impliquant des mineurs. Leur première mission portait le nom de code Opération Camille. Grâce à cette coopération, plusieurs prédateurs furent identifiés avant qu'ils ne passent à l'acte. Un officier belge confia à un journaliste. C'est triste à dire, mais sa mort a sauvé d'autres enfants. Cette phrase, à la fois terrible et apaisante, circule encore parmi les familles de victimes. Les documentaires, les livres, les articles se sont multipliés. Mais aucun ne parvient à épuiser l'émotion brute qui traverse cette histoire. Parce que ce n'est pas seulement une affaire criminelle. C'est un miroir tendu à toute une société. Un miroir qui renvoie des visages familiers, ceux de nos enfants, de nos écrans, de nos silences. Dans un passage de son journal intime retrouvé après le drame, Camille avait écrit « J'aimerais qu'on arrête d'avoir peur du noir. Parce qu'en vrai, c'est pas le noir qui fait peur, c'est ce qu'on ne voit pas dedans. » Cette phrase, rédigée de sa main d'enfant, résume peut-être mieux que tout le sens de ce drame. Le danger des Sepako n'était pas dans la forêt, ni dans la nuit, mais dans ce qu'on ne voulait pas voir. L'ombre tapie derrière la lumière bleue des écrans. Aujourd'hui encore, la mère de Camille reçoit des lettres. De toute la France, des parents, des enseignants, des adolescents. Certains racontent en qu'ils ont changé leurs habitudes. D'autres qu'ils ont décidé de parler, d'écouter, d'alerter. Une lettre, en particulier, l'a profondément marquée. « Je m'appelle Lucie, j'ai 15 ans. J'ai failli répondre à un message comme celui de Camille, mais j'ai pensé à elle. Et j'ai eu la force de dire non, merci. » Marie R. garde cette lettre sur sa table de nuit. Elle dit qu'elle la relit les soirs où la douleur revient trop fort. C'est sa manière à elle de donner un sens à l'insupportable. À Rocroi, un petit parc a été rebaptisé en hommage à Camille. Un jardin calme, bordé de bancs, planté de jeunes bouleaux. Sous l'un d'eux, une stèle discrète porte une simple inscription. Elle aimait dessiner la lumière. Maintenant, elle en fait partie. Les habitants s'y promènent souvent au crépuscule. On y entend le vent, parfois un rire d'enfant, parfois le silence. Et dans ce silence, on sent encore comme un écho lointain la voix douce de la vie qui continue. Parce qu'au fond, le vrai héritage de ce drame, c'est cela, la mémoire active. Non pas la peur, mais la vigilance. Non pas la colère, mais la transmission. Chaque mot prononcé dans une classe, chaque discussion entre parents et enfants, chaque clic réfléchi avant d'accepter un inconnu, prolonge la vie de Camille autrement. Et peut-être est cela la seule justice qui dépasse les tribunaux. Celle qu'on exerce, sans robe ni verdict, en choisissant de protéger un peu plus fort les innocents. Alors que le soleil décline sur les collines de Rocroi, la forêt semble enfin apaisée. Les branches oscillent doucement, comme si la nature elle-même avait retrouvé un souffle. Le drame appartient à l'histoire, mais la lumière, elle, reste. Une lumière fragile, persistante, celle d'une enfant qui voulait simplement rentrer chez elle.